Movies, l'émission dédiée au cinéma en salle, préparée et présentée par Patrick Servel. Bonjour Patrick. Bonjour Hervé. Et Hervé Brie. On va évoquer une sélection de quelques films à l'affiche. De l'animation pour ados et adultes avec Interdit aux chiens et aux Italiens. Direction Hollywood des années 20 avec Babylone. Direction le 9-3 pour les débuts d'une chef d'orchestre dans Divertimiento. Voyage au Japon avec la fantasque famille Asada. Et aussi sur les écrans la semaine prochaine et vu un peu avant dans différents festivals, Pour la France, qui relate un fait divers dramatique dans l'école de Saint-Cyr. Autre film français, Astrakhan, qui suit le parcours d'un enfant dans une famille d'accueil. Et enfin, plongé dans la paysannerie chinoise contemporaine avec le retour des hirondelles. On rementionnera bien sûr les bons films pour nous, déjà évoqués dans les émissions précédentes et toujours visibles en salle. C'est la rubrique deuxième couche. Et on mettra dans le viseur les films tentants mais qu'on n'a pas encore vus. Et enfin, comme d'habitude, un mot sur l'actualité des festivals de cinéma. C'est parti pour Movies. Et on commence avec Patrick qui nous revient du festival Premier Plan d'Angers, qui a peut-être un mot à nous dire là-dessus. Oui, en plus, on était ensemble quand même à ce festival. Ouais. Ouais. On a vu quoi, chacun à peu près une douzaine de films. Parfois les mêmes, parfois différents. Alors, le festival d'Angers, c'était le 35e festival, donc qui s'est déroulé du 21 au 29 janvier. Alors, comme la plupart des festivals, dans ce festival Premier Plan, beaucoup de sections. Ça s'appelle Premier Plan, mais ça s'appelle surtout Premier Plan européen. C'est vraiment un festival qui va s'intéresser à la cinématographie européenne. D'ailleurs, il y a une compétition où il y avait une dizaine de films, de longs métrages européens qui venaient aussi bien de Royaume-Uni, de France, d'Espagne, d'Allemagne, de Belgique ou de Roumanie. Et le film qui a été primé, qui a reçu le grand prix du jury, c'est Chevalier Noir, que moi je n'ai pas vu. Alors, moi, je n'ai pas les voir parce que je l'avais vu, figure-toi, au Festival de Saint-Sébastien cet été. Film franco-iranien, drame, rivalité entre deux frères à Téhéran. Et moi, franchement, bof. Bon. Mais il a eu le prix. Voilà, moi, je l'ai pas vu. Et le second non plus, je crois qu'on l'a vu ni l'un ni l'autre. Ça s'appelle toujours Chien de la casse. Et c'est un prix Jeanne Moreau. Parce qu'il faut savoir que Jeanne Moreau est souvent venue, a été un peu la marraine du festival d'Angers. Il y a même une rue où il y a le cinéma Les 400 coups qui porte le nom de Jeanne Moreau. Et donc, il y a eu ce prix Jeanne Moreau. Alors, par contre, en ce qui concerne les prix d'interprétation féminine, ça a été pour des films que l'on a vus, que tu as vu toi le dernier jour, c'est After Sun, et c'est Frankie Corio qui a eu ce prix d'interprétation. Alors, c'est vrai, le film britannique After Sun, je vais l'évoquer brièvement tout à l'heure, mais pas pour parler du film, mais à propos d'un morceau de musique. Il sort cette semaine, celui-là, et j'ai été très surpris. Bon, j'en dirai un peu de mal tout à l'heure. Moi, j'ai remarqué, je sais pas toi, mais dans presque toutes les séances où j'étais, les salles étaient remplies, en particulier en journée, par un public jeune. Et on a eu quand même quelques belles surprises parmi les premiers films européens présentés, dont on parlera à mesure qu'ils sortiront. Alors, il y en a un qu'on a beaucoup aimé, qu'on avait raté lorsqu'on avait été à Saint-Sébastien. C'est le film réalisé par Jeanne Aslan et Paul Saint-Illan. Et c'est Fifi. Et pour nous, ça a été vraiment une très très belle surprise. Et c'est Quentin Dolmer qui joue le rôle masculin principal de ce film.
c'est un acteur qui est un petit peu difficile à décrire dans sa nonchalance. Moi, il me faisait penser un petit peu à un Daroussin d'une certaine époque. Là, il crève véritablement l'écran. Moi, je l'avais découvert dans une série sur Canal qui s'appelle OVNI. Là, il est franchement génial comme interprète dans ce film. Et ce film a obtenu alors un autre prix. Alors, c'est plus compliqué à sortir le nom du prix, ça s'appelle le prix des activités sociales de l'énergie. En fait, derrière, il y a une entreprise qui finance ce prix. J'ai remarqué d'ailleurs les lots pour les prix, j'ai regardé ce que c'était. C'est souvent de l'achat d'espaces publicitaires pour les films. 10 000, 15 000 euros pour acheter des espaces publicitaires pour promouvoir le film. Donc ça, c'était la grande section, celle où il y a le plus de public, puisque les films sont diffusés tous dans la grande salle du Palais des Congrès, mais en parallèle, mais plutôt en diagonale, on a une autre section où là on a vu des films qui nous ont semblé quand même assez intéressants. Par exemple, il y avait Astrakhan, dont on va parler tout à l'heure. Et puis, mais c'est pas lui qui a eu le prix. C'est un film sur l'horlogerie, en tout cas sur les grèves à la fin du XVIIIe siècle en Suisse. Ça s'appelle Unrest. Bon, moi, c'est pas le film qui m'a emballé. C'était suisse. C'est un film suisse. C'est suisse, oui. Oui, voilà. Alors, bon, en ce qui concerne les courts-métrages, là, on a fait l'impasse cette fois-ci. On n'y était que 3 ou 4 jours. On n'avait vraiment pas le temps d'aller voir tous les courts-métrages. Et Dieu sait qu'il y en avait. Là, j'ai pas dit que la présidente, c'était Mia Hansen-Løve, qui nous a montré des films très intéressants. Moi, je me souviens du dernier dont tu avais parlé, Hervé, qui s'appelait Un beau matin, que tu avais aimé particulièrement. Et moi, ça m'a permis, avec cette rétrospective totale de tous les films de Mia Hansen-Løve, j'ai vu Eden, donc Eden qui est sur l'évolution de la musique des DJ du garage dans les années 90 à nos jours. En fond, on voit des Daft Punk qui commencent à émerger. Donc un film qui s'adresse beaucoup à ceux qui aiment la musique, et puis un autre film qui s'appelle Maya, que j'ai pu voir dans le cadre de cette rétrospective. Alors qu'est-ce qu'on peut dire encore, en tout cas que l'on peut dire sur ce festival? Il y a toujours des côtés un petit peu marrants. Il y avait des films dits vertige avec les délires du Nord, où on a pu diffuser un film que nous on avait vu à Sarlat qui s'appelle Sick of Myself, vraiment un film, quand il sortira on vous en reparlera. Ouais, on vous en reparlera. Et puis il y avait des sortes de nanars du fantastique espagnol, genre les révoltés de l'an 2000. Voilà. Et puis bon, quand on a ce genre de festival, on en profite pour avoir des avant-premières. Ainsi, on a pu avoir un film que toi tu as vu, moi que j'ai pas vu parce que j'étais pas encore arrivé. C'est Empire of Light. Oui, je peux en dire un mot. Le très bon nouveau film du Britannique Sam Mendes, responsable par exemple de 2 James Bond, Skyfall et Spectre, et aussi de 1917, il y a 3 ans. Soi-disant un film en un seul plan séquence, mais il y avait des trucages. Là, c'est, comme tu l'as dit, Empire of Light, et ça raconte la vie du personnel d'un grand cinéma d'une ville balnéaire anglaise sous l'époque de Thatcher. Il est en salle le 1er mars et on en reparlera. On pouvait découvrir aussi, en tout cas nous on l'avait déjà vu à Sarlat, c'est Pour la France, dont on va parler dans quelques minutes. Et puis on a pu voir un président de la République, non c'est pas le président de la République dont on doit parler, mais plutôt de Julie Gaillet qui nous a présenté un film où elle tient la vedette avec Benjamin Biolay. Ça s'appelle Comme une actrice et je pense que ça va sortir en avril me semble-t-il. Ouais. Voilà moi ce que je pouvais te dire sur ce festival d'Angers. Il y avait aussi le film de François Ozon, le dernier qui a été présenté, mais nous n'étions pas à cette séance. Et on n'a pas pu voir Sandrine Kiberlin parce qu'elle était durant les derniers jours du festival et on n'était pas là. J'ai remarqué quand même plusieurs premiers films sont avec un ou une adolescente au centre. Moi, je peux en citer au moins 4, dont 3 français. Astrakhan, dont on va parler tout à l'heure. Normal, tu te souviens? Oui, qui hésite normal. Entre drame social et comédie avec un Benoît Poulvorde assez épatant. Fifi, tu l'as dit par exemple, et le Britannique After Sun. Dans ces 4 films, c'est un pré-ado ou un ado qui est vraiment dans le centre du film.
Voilà. Maintenant, on va parler des Oui, films à alors, l'affiche. alors là, tu nous parles, je crois, d'un film d'animation, non? Oui, Oui. interdit aux Italiens et aux chiens. Long métrage d'animation, enfin pas très long, hein, à peine 1h10, ce qui nous change des productions actuelles à rallonge. Hein. C'est quand même 2 heures de moins que Babylone, dont on parlera quand même tout à l'heure, par exemple. C'est un film de Alain Huguetto. C'est un bricoleur discret, déjà auteur de plusieurs films animés que moi j'ai pas vus. Alors, j'ai vu Interdit aux Italiens et aux chiens dans le cadre du festival du film d'histoire de Pessac en novembre, lors d'une projection donc assez chaleureuse et émouvante, où le réalisateur a expliqué pourquoi et comment il a voulu retracer le parcours de sa propre famille italienne qui a traversé les Alpes pour venir s'installer en France au début du XXe siècle. Il nous a dit avoir voulu en particulier rendre hommage à sa grand-mère, un des personnages principaux de cette mini-saga familiale en pâte à modeler. C'est Ariane Ascaride qui a prêté sa voix à cette grand-mère qui s'appelle Césaria, optimiste malgré les problèmes rencontrés. C'est de l'animation à l'ancienne, hein, ce qu'on appelle du stop motion, image par image, qui fait beaucoup penser au travail de Nick Park avec sa plasticine. Nick Park, c'est Wallace et Gromit, c'est Chicken Run, c'est Shaun le mouton, avec des personnages là aux gros yeux ronds, avec plein de trouvailles drôles et poétiques qui m'ont fait penser aussi au film d'animation tchèque, en particulier dans les années 50, 60, 70. C'était un genre cinématographique très prisé en République tchèque. Alors on se rend compte avec ce petit film, petit entre guillemets, comment avec un modeste univers bricolé avec des bouts de ficelle, on peut émouvoir par un récit intime mais en même temps universel, parce que on pense évidemment à l'histoire avec un grand H de tous les migrants qui sont venus sur le sol français. Et c'est en plus un récit qui m'a d'autant plus touché qu'il correspond un peu au parcours de ma famille maternelle, hein, qui a quitté l'Italie mussolinienne pour venir en France et n'y a pas été forcément bien accueilli d'ailleurs d'après les récits familiaux. Hein. On les appelait les macaronis. Alors évidemment, ça renvoie au titre du film, hein, la pancarte interdit aux chiens et aux Italiens. J'ai pas pu m'empêcher aussi de penser au livre autobiographique de Cavana qui rendait hommage à ses parents dans Les Rital. Mais là, c'était plus urbain, en fait. Hein. Un petit bémol, quand même, qui m'a un peu dérangé. J'étais un peu perdu entre tous ces petits personnages. J'ai trouvé qu'ils se ressemblaient un peu trop les uns les autres. J'aurais souhaité qu'Alain Huguetto les distingue davantage pour une meilleure lisibilité. Donc, interdit aux chiens et aux Italiens, bijoux d'animation, évidemment pour tous les âges, mais en particulier pour les adolescents et les adultes, qui a reçu le prix du jury au Festival international du film d'animation d'Annecy 2022. C'est le FIFA. C'est pas la FIFA, hein, c'est le FIFA. Tiens, ça y est, c'est un festival où on n'a pas encore mis les pieds.
Alors on vient d'écouter en fait le générique de la bande-annonce du festival Premier Plan d'Angers dont on a parlé tout à l'heure, qui était en fait un collage d'extraits de films présentés durant le festival. Avant chaque séance, on y avait droit et le public tentait maladroitement de taper dans les mains, en général complètement hors tempo. Hein. C'est d'un DJ qui s'appelle Parawan et ce morceau un peu électro a été utilisé dans le film Bande de filles de Céline Sciamma en 2014. Maintenant, un film français qui parle de la France, Patrick. Oui, et puis là, c'est un film grave réalisé par Rachid Ami. Le film est inspiré d'une histoire vraie. En plus, c'est une histoire vraie qui l'a touché de près, hein, Rachid Ami, le réalisateur, puisque c'est lors d'un rituel, on appelle ça un rituel d'intégration. On pourrait appeler ça aussi une sorte de bizutage, dans la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr, hein, à Coët-Quidan, que Aïssa, donc âgé de 23 ans, le frère du réalisateur, va perdre la vie. Et donc, pour ce grand frère et pour toute la famille du disparu, ça va être un combat face à l'armée, à laquelle cette famille demande que la mort du fils soit considérée comme une mort au champ d'honneur, donc tombé pour la France et qui soit donc ainsi reconnu, et qu'il y ait une cérémonie qu'il y ait une cérémonie aux invalides et qu'il soit aussi inhumé dans un cimetière militaire. Mais l'armée va refuser du fait que on ne peut aller aux invalides ou être dans le cimetière militaire que si on est tombé. Vraiment, mais tombé sous les balles, en tout cas tombé lors d'un conflit, ce qui, là, n'est pas le cas. Donc c'est un événement qui s'est déroulé en 2012. Hein. Donc on avait là les écoles de l'école de Saint-Cyr qui, lors de la transmission de la tradition, en fait, décidé à ce moment-là de reconstituer un débarquement de Provence en août 44. Sauf que là, on était en automne 2012, donc de nuit, avec une... Alors, c'est là qu'ils ont poussé... j'allais dire le bouchon. Enfin, ils ont été loin puisque tous les soldats étaient équipés treillis, rangers, casques lourds. On leur tirait dessus, avec des cartouches à blanc. Et en plus, là, c'est le détail... qui est vraiment un petit peu sordide, c'est c'était accompagné de la Valkyrie de Wagner, comme bien sûr on pense au film Apocalypse Now. Sauf que là, c'était pas du cinéma, et donc alourdi par leur équipement dans une eau qui n'était qu'à 9 degrés, ils vont s'en sortir indemnes, sauf un. Voilà. Alors, on avait rencontré lors du festival de Sarlat Rachid Ami, le réalisateur, et qui nous avait dit que ce qui l'avait intéressé, c'était pas de refaire une enquête précise sur la responsabilité de chacun, mais surtout ce qu'il voulait nous montrer, c'est comment un jeune qui voulait vraiment s'intégrer dans la France avait choisi ce qui pour lui était la plus grande intégration, puisque c'était potentiellement, je mets potentiellement avec les guillemets qu'il faut, donner sa vie pour la France. Donc ce film n'a rien d'une vengeance froide, c'est plutôt que de s'intéresser à la mort, finalement, c'est à la vie que le réalisateur Ami avec ses interprètes va nous faire partager. C'est vraiment un hymne à la vie que ce film. Alors, on va suivre bien sûr le frère quand même qui va lutter pour que l'enterrement de son frère soit digne. Mais c'est plus, on va avoir des différentes parties dans le film. On va plus revenir sur les 3 moments de la vie des 2 frères. Leur enfance avec un père violent lorsqu'ils étaient en Algérie, ensuite leur arrivée plutôt et l'intégration dans une cité en France, et puis aussi un moment particulier où le frère, donc le futur militaire, était parti pour des études. Il était parti, si je me souviens bien, à Taïwan, et où son frère qui était moins entre guillemets moins intellectuel, puisqu'il était plus manuel, puisqu'il avait choisi d'être boulanger, où les 2 frères néanmoins là vont se rencontrer. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir finalement tout ce qui peut les unir et aussi tout ce qui peut les séparer. Donc pour moi, c'est beaucoup plus un film sur la relation entre frères
que la critique d'une armée qui, oui, à ce moment-là, est droit dans ses bottes, mais qui finalement, je veux pas dire n'a rien à se reprocher. Oui, elle a quelque chose à se reprocher puisqu'il y a une disparition qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais bon, le réalisateur n'a pas choisi cet angle-là. Donc, c'est un film de Rachid Ami avec Karim Leclou, hein, qui est formidable dans le film. Il y a Samir Ghesmi et aussi dans le rôle du militaire, on a Laurent Lafitte. Un rôle pas facile à tenir. Le rôle est intelligemment joué par Laurent Lafitte, donc de la Comédie Française, dans ce film Pour la France de Rachid Ami. Ah, tu as dit enfin le titre du film. Je l'ai dit au début. Non, je pense pas. Alors, ce qu'on peut rajouter peut-être, c'est qu'il n'est pas encore à l'affiche. Il sort que la semaine prochaine, le 8, hein. Oui, et il y a une séance spéciale, une avant-première, le 1er ou le 2, au Jean Eustache. Oui. Alors, autre film français, lui, à l'affiche depuis une semaine, Divertimiento. Est-ce que je le dis bien ? 7e ou 8e film d'une réalisatrice qui s'appelle Marie Castille, mention Schnarr. Alors ça, c'est nom et prénom composés, c'est lourd à dire, hein. Marie Castille, mention Schnarr. Je connais pas son travail d'avant celui-ci, hein. Alors, il est sorti la semaine dernière, je ne sais pas avec quel succès, j'ai pas regardé les chiffres, mais il mériterait d'en avoir en tout cas. Le sujet, c'est l'histoire réelle des débuts de la chef d'orchestre qui s'appelle Zaya Ziwani. Alors apparemment, elle est très connue dans le milieu de la musique classique, hein. De mon côté, je l'ai découverte avec le film. On suit dans les années 90 le parcours du combattant de cette jeune femme d'origine algérienne, issue du 9-3, et qui a réussi à force de talent, de ténacité et grâce à un soutien familial infaillible, en particulier de la part de sa sœur jumelle, musicienne aussi, à atteindre son rêve. Et son rêve, c'était de diriger un orchestre symphonique, et elle en a même créé un. Alors évidemment, scénario un peu programmatique, hein, on se doute ou on sait que tous les obstacles vont être surmontés. Alors les obstacles en question, c'est quoi ? Ce sont bien sûr les préjugés d'origine sociale. Pour certains, jeunes issus du Maghreb et musique symphonique, ça colle pas trop ensemble. Préjugés sur l'origine géographique également, hein. Le conservatoire de Stein en Seine-Saint-Denis est loin d'avoir la réputation de celui de Paris, par exemple, hein. Et préjugés machistes aussi, bien sûr, hein. Le professeur joué par Nils Arestrup n'est pas tendre au début avec cette jeune fille, hein. Alors on peut parler de feel-good movie, hein, rempli de bons sentiments, mais après tout, pourquoi pas, hein, si c'est bien fait. Et je trouve que c'est le cas ici, avec notamment beaucoup de scènes musicales, des scènes de concerts, de répétitions, très bien filmées. C'est vraiment un bonheur pour les amateurs de classique, même peu éclairés, comme moi, puisqu'on y voit jouer plein de morceaux, des morceaux connus, du boléro de Ravel à Prokofiev en passant par Camille Saint-Saëns, interprétés sur la longueur. Je pense qu'à peu près la moitié du film est dédiée à la musique, hein. Très belle interprétation aussi de la jeune actrice qui s'appelle Oulaya Amamra dans le rôle principal. Je l'ai vu l'été dernier, donc ça fait quelque temps, au Théâtre d'Angoulême, dans le cadre du Festival du film francophone, avec à la suite, il y avait un mini-concert dirigé donc par cette Zaya Ziwani, et elle a eu vraiment une ovation debout qui a duré très longtemps pour toute l'équipe du film, la chef d'orchestre et son interprète à l'écran. Et je me suis dit que ça augurait d'un beau succès futur, mais je sais pas si c'est le cas. Je sais qu'il est là depuis au moins une semaine et j'ai vu qu'il restait encore, hein. Alors c'est le hasard, hein. Il y a aussi sur les écrans en ce moment une autre chef d'orchestre féminine, c'est Cate Blanchett, dans le film qui s'intitule Tar, qu'on n'a pas encore vu, mais ça a l'air d'un tout autre genre que Divertimiento. Alors Divertimiento, au fait, c'est le nom de l'orchestre symphonique fondé par cette dame, au-delà du périph', et orchestre qui se produit maintenant dans le monde entier et partout en France. Century Fox présente rien qui n'ait d'importance. Ton corps de tox me tente, je me sens tombé pour la transe. Oh, oh, dans ce bungalow, son beau la facette. L'amour, l'amour.
dans la nuit sans étoiles. L'amour, 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 toujours. Des étoiles plein les yeux. L'amour, encore. Pourquoi partir encore non. Même si la mer se retire, moi je rentre et je sors un peu encore. 20th Century Fox présente, oh là là, que le kill s'absente. Fahrenheit, Celsius, tout augmente. On ne fait ni l'amour ni la guerre, mais entre oh, oh, même dans cet album à lecteur cassette. L'amour, l'amour, Dans la nuit sans étoiles. l'amour, 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 toujours. Des étoiles plein les yeux. L'amour, encore. Pourquoi partir encore non. Même si la mer se retire, moi je rentre et je sors un peu encore. Je rentre et je sors, je mets le frein à main, le frein moteur, j'accélère, je sens battre ton cœur, alors je sors et je rentre. Tu balades tes mains sur mon corps, entreprenante. Je t'aime tellement fort, j'en ai des fourmis dans le ventre. Pour toi je vote à droite, je vote à gauche et au centre. Je sors et je rentre et je rentre et je sors. Allons chérie, changeons de bord. Une fois contente, puis revenons encore. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Alors c'était le chanteur-acteur Benjamin Biolay, de plus en plus présent sur les écrans, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs. Hein. Moi je l'ai vu récemment dans Stella est amoureuse, en mari de Marina Foïs, et aussi dans un pas très bon film sorti début janvier, qui s'appelle La Ligne. Cette fois il était le mari de Valeria Bruni Tedeschi. On l'a vu, tu l'as dit, à Angers, en mari de Julie Gaillet, donc comme une actrice qui devrait sortir bientôt. Pas sûr qu'on en cause d'ailleurs. Et on le verra en mars. Si, on parlera, mais que la première partie. Bon. Et on le verra en mars dans Un hiver en été de Laetitia Masson, en mari d'Élodie Boucher, je crois. Bref, il fait les maris. On l'entendait dans ce titre de 2004, qui s'appelle Encore, sa dulcinée de l'époque, qui était Mastroianni. Chiara Mastroianni. Mais il faut bien prêter l'oreille. En fait, ils ont fait un album ensemble, assez dispensable, on va dire. Hein. On part au Japon maintenant. Oui, je vais vous parler d'une famille. Et là aussi, pour la France, il s'agissait d'un scénario tiré d'une histoire vraie. Bien là aussi, on est dans le cas d'une histoire vraie. Divertimento aussi, donc finalement, le cinéma copie la réalité. C'est là que l'on trouve les meilleurs scénarios. En fait, c'est dans la réalité qu'on trouve les meilleurs scénarios. Alors, dans cette famille Asada, donc tu l'as dit, au Japon, tout le monde a un rêve secret. Par exemple, le père, lui, il aurait toujours aimé être un pompier. Le grand frère, lui, c'est plutôt pilote de Formule 1. Et puis la mère, elle, plus drôle, elle se serait bien imaginée en épouse de Yakuza. Rien que ça, c'est quand même assez intéressant. Eh bien, le deuxième fils, Masahi, lui, il va réaliser le sien, c'est devenir photographe. Et grâce à son travail, il va permettre à chacun de réaliser que leur bonheur soit à portée de main. Le père a rêvé d'être pompier, eh bien il va chercher un camion de pompier et met son père au volant d'un camion de pompier. Donc c'est vrai que c'est un drôle de scénario que ce film avec ce Masa Asadi qui s'amuse à mettre en scène sa famille. Alors, ce qui va l'intéresser aussi, puisque au bout d'un certain temps, ayant réalisé une trentaine de photos de sa famille, il va falloir qu'il trouve un emploi. Alors, il va de ces photos, il va tirer un bouquin
Et on verra ce bouquin comment il va se vendre plus ou moins bien. Et lui, comme la photo quand même, c'est devenu son métier, de photographier des familles. Pourquoi pas? Eh ben, il va photographier des familles, mais surtout lui, ce qui va l'intéresser, c'est avant de photographier une famille, c'est de comprendre comment marche cette famille, qu'est-ce qui anime cette famille. Et par exemple, on en voit une qui adore les cerisiers en fleurs. Eh bien là, il va les photographier dessous. Alors, il fait toujours des photos, tu sais, avec retardateur. Il pose le retardateur. Quand il faisait avec sa famille, c'était pour aller se faire photographier. Là, on le voit, il pose l'appareil photo, donc ils sont tous en train d'attendre. Il met le déclencheur et puis il va secouer le cerisier pour qu'à ce moment-là, il y a les pétales qui tombent. Donc c'est très drôle. En fait, ce Masahi Asada, lui, ce qu'il aime, il aime les gens. Hein. C'est pas plus compliqué, que ça. Ça va être la première partie du film et va arriver un moment douloureux, hein, ça on va se retrouver en 2011 et c'est le fameux tsunami qui a ravagé le Japon, un grand nombre de morts, des villes détruites, Fukushima. Des familles détruites aussi, des vies détruites. Et là, on va se retrouver à voir des gens qui errent, qui recherchent leurs proches dans tous ces décombres. On se croirait vraiment après une guerre. Et il y a même des moments difficiles où on a quelqu'un qui dit « Ça y est, on vient de retrouver ma fille, mais je n'ai même pas de photo de ma fille pour pouvoir... la mettre sur un cadre pour pouvoir mettre sur le cercueil. » Et c'est là qu'on va découvrir, je rappelle, histoire vraie, qu'il y a un étudiant qui aussi est à la recherche d'un de ses amis qui s'est rendu compte que dans les décombres, il y a beaucoup de photos et qui va récupérer une à une toutes ces photos, qui, avec précaution, va les nettoyer et avec l'aide de Masahi Asada, eh bien, ils vont prendre toutes ces photos, les exposer et afin que les familles puissent retrouver des restes, des souvenirs qui pouvaient penser perdus à jamais. Donc là, on va avoir, grâce à ces bénévoles, un nombre quand même assez impressionnant, puisque 60 000 photos, non pas qui ont été recueillies, mais qui ont été restituées. 60 000 photos ont pu un peu ainsi retrouver en quelques mois leur propriétaire. Donc c'est un film qui commence d'une manière assez légère, un peu vraiment une comédie, et puis il y a l'irruption donc de ce séisme qui amène une dimension plus dramatique dans le film, mais en gardant une légèreté. Je veux dire, ça nous tombe pas dessus vraiment comme quelque chose de très lourd. Donc moi j'ai trouvé que ces deux approches, ces deux moments du film s'articulent très bien. Ce qui est important là dans ce film, tout à l'heure je parlais de ce qui pouvait unir deux frères, ce qui pouvait unir ou séparer deux frères. Là en fait, c'est vraiment un hymne, mais vraiment positif à ce qui fait une famille, c'est-à-dire avec que chacun est vraiment différent l'un de l'autre, et puis ce qui peut en fait les réunir. Et vous verrez à la fin, il y a une scène dont je vous dirai pas laquelle, bien sûr, bien sûr, mais qui est assez étonnante. Donc même à la fin du film, on se fait avoir. Donc une comédie mélodramatique que j'ai bien aimée. Ok. Après le Japon, la Chine. Le retour des hirondelles, très très beau film chinois, découvert dans le cadre du Festival du film d'histoire de Pessac, où il a récolté en même temps le prix du jury étudiant et le prix du public. Donc dans ce film, on suit un couple de paysans dans la campagne chinoise contemporaine, mais franchement, on se croirait au 19e siècle, tellement leur vie est rudimentaire. Il faut l'apparition d'une BMW à un moment pour réaliser que ça se passe bien maintenant. Alors dans ce couple, les deux ne se sont pas choisis. L'une, qui s'appelle Chiao, elle est taiseuse, rejetée par sa famille
elle est atteinte d'une pathologie, disons, socialement assez invalidante. L'autre, il s'appelle Mia, guère bavard lui aussi, il passe un peu pour un faible, un peu un benet, il paraît trop sensible, en particulier vis-à-vis des animaux qui ne sont pas forcément bien traités. Alors leurs familles respectives arrangent leur mariage, finalement pour se débarrasser d'eux, en les spoliant au passage, on ne leur accorde qu'un petit lopin de terre peu fertile et une bicoque, on passe d'être démoli pour un projet immobilier. Et en plus de ça, les autorités obligent même l'homme à donner régulièrement son sang pour soigner le directeur de la coopérative, car il a un groupe sanguin très rare. C'est ce qu'ils appellent du sang panda. C'est, je crois, le groupe O+, A+. Bon, bref, vous l'avez compris, la misère. Mais dans cette misère, un éclat, une merveille, les deux vont se comprendre, s'apprivoiser, s'aimer, avec des attentions et des gestes d'une tendresse infinie. Ça nous donne des scènes absolument magnifiques, des moments presque sans parole. On découvre par exemple comment on peut faire une déclaration d'amour muette avec seulement 5 grains de riz. J'en dis pas plus pour ne pas spolier l'émotion. D'amples plans séquences dans ce film avec des cadrages superbes, une lumière dorée, orangée, magnifique pour finalement une chronique amoureuse, mais pas seulement, c'est aussi un film, je dirais, ethnographique avec un côté documentaire sur la vie paysanne des contrées chinoises reculées. Cet aspect-là est sans doute responsable du destin un peu curieux de ce film dans son pays, où il donne beaucoup de fil à retordre à la censure. Alors, sa sortie n'a pas été autorisée au départ. Et pourtant, il a été produit avec l'aval des autorités, avec l'aide de grandes entreprises chinoises. Moi, j'ai vu au tout début, au générique, produit par Alibaba. Alibaba, c'est l'Amazon chinois. Puis, il a acquis une certaine notoriété dans plusieurs festivals internationaux, dont Berlin. Et grâce à ça, il est sorti en Chine, et surtout avec un grand succès populaire. Et ça a inquiété les autorités qui ne s'y attendaient pas. Du coup, son exploitation a été stoppée. Il faut dire que la réalité qui est montrée sur la condition paysanne n'est sans doute pas à la gloire du pouvoir chinois. Dans la forme et pour le sujet traité, j'ai pensé à un autre film récent qui montrait aussi un même monde paysan paupérisé, mais cette fois c'était en Amérique du Sud. Le film s'appelait Outama, la terre oubliée, et là on suivait aussi le destin d'un couple aimant, mais c'était sur les terres arides de Bolivie. Le Retour des Hirondelles est signé Li Ruijin. C'est un scénariste et réalisateur chinois assez jeune, d'une 40aine d'années, et c'est son 8e long métrage. Donc il sort le 8 février, la semaine prochaine, au Jean Eustache et à l'Utopia pour ce qui est de la région bordelaise. Moi j'avais une idée. On pourrait le rebaptiser d'un nouveau titre un peu plus racoleur pour attirer les foules qu'il mérite. Moi je propose Ciao et Mia, l'Empire du Milieu, avec un âne en guise d'idée fixe. Distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up. Don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper, every waking hour, I'm choosing my confessions, trying to keep
like a hurt, lost and blind fool. Oh, oh no, I've said too much. I set it up. Consider this, consider this, hint of the century. Consider this slip that brought me to my knees, pale. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. That was just C'était REM ou REM, petit groupe de l'Ohio au départ, mis en orbite internationale en 91 avec ce morceau imparable qui s'appelle Losing My Religion. On le passe parce que c'est un titre utilisé dans le film After Sun, donc vu à Angers et qui sort aujourd'hui sur les écrans. Dans ce film, on y suit pendant une semaine une jeune fille et son papa dépressif dans un club de vacances en Turquie vers la fin des années 90. Alors vraiment, film chouchou des festivals. Il a remporté plein de prix partout. Avec même, j'ai vu ça, l'acteur principal, il est nominé pour les Oscars cette année. Bon, de mon côté, j'ai trouvé ça assez pénible, donc je vais pas en dire plus. La chanson de REM est utilisée lors d'un karaoké dans le film, et la petite fille la chante très faux pour son papa. Et ça dure pratiquement tout le temps de la chanson. Elle chante un peu, Patrick, comme Shirley dans Shirley et Dino, pour vous donner une idée, hein, et c'est un peu crispant au bout d'un moment. Petite note d'humour. Le papa lui dit après, si tu veux, je te paye des cours de chant. Alors maintenant, on parle de quoi ? Je sais plus de quoi on parle, Patrick. Mais moi, je vais te parler de Samuel, qui est un orphelin qui a une douzaine d'années. Il a, quand on le voit, hein, il a pas un abord très sympathique, ce garçon. Hein, je veux dire, peu souriant. Il paraît un peu sauvage. Là, on le découvre apparemment placé depuis, on pense, quelques semaines dans une famille d'accueil dans le Morvan, chez Marie et Clément, qui ont déjà deux autres garçons. Ils ont pas recueilli, mais ils prennent ce garçon parce que aussi derrière, c'est financé. Hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont ce garçon à la maison. Alors souvent on dit que dans chaque famille, hein, il y a des secrets. Celle-ci, elle va pas y déroger, hein, et Samuel va y être confronté au secret donc qu'il y a dans cette nouvelle famille. Samuel, il est vraiment en pleine émancipation. Il est à cet âge là où il va découvrir des choses qui vont le bouleverser, hein, des sensations. Enfin, c'est vraiment les troubles du passage à l'adolescence avec la surcouche du fait qu'il n'est pas avec ses parents. Alors, ce film a un titre particulier que je n'ai pas encore dit. Ça s'appelle Astrakhan. J'attendais. Alors Astrakhan, c'est pas un pays, hein, c'est pas un pays imaginaire. Non, c'est le nom d'une laine, d'une laine noire bouclée qui vient d'agneaux dont on faisait des manteaux. Hein. Moi, quand j'étais gamin, on voyait des femmes déjà d'un certain âge qui portaient ces trucs que je trouvais particulièrement moches d'ailleurs. Ouais, et pour conserver ces boucles, les agneaux doivent être abattus très jeunes, hein, âgés d'1 ou 2 jours, et même des fois c'est pire puisque c'est dans le ventre de leur mère qu'ils sont récupérés. Heureusement, ça n'existe plus. On ne peut plus faire de fourrure, hein, en Astrakhan. Donc là, on a un thème de l'agneau sacrifié, et là, c'est pas un agneau, mais c'est un enfant sacrifié, c'est Samuel. Et là, celui qui ne connaît pas sa mère, un peu aussi comme cet agneau qui peut être séparé de sa mère. Lui, Samuel, il a une mère de remplacement, mais il va toujours rester le membre de la famille qui reste à part. Le film, il se passe dans le Morvan, mais à la limite, je veux dire que ça n'a pas forcément un grand intérêt, hein, de savoir où on est
à quelle période on est. On sait qu'ils vont voir un film qu'on n'arrive pas trop à déterminer comme film. Quelle époque on est. À un moment donné, on voit un smartphone, voilà, mais on n'en voit qu'un. Les voitures, elles sont plus ou moins datées des années 80, 90. Il a effacé la temporalité. Mais je pense que c'est ce qui l'intéressait. Il voulait absolument pas que l'on puisse se raccrocher à un moment. On nous parle de la DAS. Bon, la DAS, ça n'existe plus en tant que telle. Bon, voilà. Ça, en tout cas, il a pas voulu nous en parler. On a une famille qui est comment dire, qui est aimante, mais qui aussi tape. Je veux dire, on fait tout pour qu'il aille en classe de neige, mais on n'hésite pas à sortir le coup de ceinturon. Alors, d'un point de vue aussi formel, le film a été tourné non pas en numérique, mais c'est du 16 mm. Alors, le 16 mm, ça nous amène un certain grain, qui nous amène aussi une douceur, et forcément que ça nous fait penser au film des années 70, 80, plutôt 70. Ce film, ça pourrait être derrière la caméra, on pourrait retrouver soit Douallon, on pourrait retrouver Maurice Pialat, et même avec des références beaucoup plus aiguës, on irait plutôt vers Jean Eustache. Impossible de ne pas penser à Mes petites amoureuses, particulièrement dans une scène de communion. Bon, l'enfance, c'est pas l'angélisme, c'est pas la candeur justement et la blancheur immaculée de l'aube de communion. Non, là ici, quand on est malade, oui, il y a des vomis à quatre pattes sur le carrelage de la cuisine. Il y a des scènes comme ça qui montrent qu'à un moment donné, ce gamin, il doit évacuer un certain nombre des choses. L'intérêt aussi de ce film, c'est que il nous explique pas, il est pas démonstratif. On ne sait rien finalement de ce gamin. On ne sait pas si ses parents sont vivants, s'ils sont morts, s'il y a longtemps qu'il est là, s'il a eu beaucoup de familles. Finalement, c'est au spectateur de se faire ce propre film. Le réalisateur nous amène ce gamin, nous amène des interrogations, et c'est à nous, grosso modo, un petit peu de nous débrouiller. La fin est assez forte, même très forte. Il y a une sorte d'apothéose musicale qui dure presque une dizaine de minutes, alors que jusqu'à ce moment-là, il y a pas, je me souviens pas qu'il y ait de présence musicale. Tout le début du film, il est constitué de plans fixes, sans grand mouvement de caméra, vraiment comme des films de Stache. Mais là, par contre, on a des images avec une musique forte. C'est assez proche forcément de l'onirisme, avec du symbolisme de la naissance. Tout ça est un petit peu mélangé, mais ça peut paraître dérangeant. J'avais des spectateurs qui, après le film, en parlant, trouvaient que c'était assez dérangeant, mais c'est une très très grande efficacité. Donc là, on va revoir pendant ces minutes, en fait, Samuel qui revit en accéléré des moments du film que peut-être on n'avait pas bien compris dans le film. Et ça, je trouve ça aussi hyper intelligent que nous avoir proposé cette scène. Donc c'est un film qui se mérite, c'est pas un film hyper facile, donc ça pourrait être, je l'aurais dit, du Dardenne, Pialat, Douallon, Eustache, mais c'est surtout du David Despesville, je vous avais pas dit le nom, et c'est vachement bien. Oui, impressionnant premier long métrage de ce jeune cinéaste. Et quand on est sorti tout de suite en échangeant, on a tout de suite évoqué Pialat ou Jean Eustache, ça saute aux yeux. Et si on remonte un peu plus loin, on peut aussi évoquer l'influence de Robert Bresson pour le côté épuré là et assez radical, qui ne fait pas de clin d'œil au spectateur, ça c'est sûr. Moi, ça m'est venu à l'esprit lors d'une scène très courte, mais ça m'a marqué, où la caméra suit le transfert d'un billet de 5 € et j'ai pensé à L'argent de Robert Bresson. À Angers, avant la projection, le réalisateur, il nous a dit un truc du genre: vous trouverez peut-être ce film âpre, mais j'espère que vous y verrez aussi de la lumière. Bon, faut bien la chercher, la lumière, quand même. Peut-être lors du final que tu évoquais, magnifique et très opératique, et qui change un peu la tonalité du film par rapport au reste. Pour l'histoire, il nous a dit s'être inspiré d'une particularité de sa région natale, le Morvan, donc, où beaucoup de
de femmes dans les années 70-80 étaient nourrices, c'est-à-dire rémunérées pour la garde d'enfants placés par la DAS, en effet, pour mettre du beurre dans les épinards. On les appelait les nourrices du Morvan. Bon, quand même, cette famille d'accueil manque quand même d'un minimum de psychologie, je trouve, pour ce pauvre Sam. Et surtout, elle ferme des yeux sur des actes terribles commis par un des membres de la famille. À noter, le père de la famille, je me suis dit, mais c'est qui celui-là? Je le connais. Et c'est seulement à la fin, quand j'ai vu son nom au générique, que je l'ai remis. Il s'appelle Sébastien Bouillon et on l'a vu très récemment. Il était très bon aussi dans La Nuit du 12 avec Bouli Lanners. Voilà, maintenant on est en deuxième couche où on parle de Babylone. Oui, ce film long que je n'ai pas vu encore. Alors Babylone, grosse machinerie par un des Wonder Boys d'Hollywood, sur justement le Hollywood des années 20-30, sa folie et ses excès. Le réalisateur, c'est le franco-américain Damien Chazelle. Moi je l'avais découvert sur un film qui s'appelait Whiplash en 2014, sur les rapports entre un élève et son prof de batterie plutôt sadique. Il est coupable aussi, Damien Chazelle, de la comédie musicale, à mon avis surestimée, La La Land. Largement surestimée. Ah, toi aussi. Le film raconte donc, Babylone, les destins entrecroisés de plusieurs personnes de l'industrie cinématographique de Los Angeles, musiciens, réalisateurs, assistants, producteurs, agents, stars, starlets, etc., lors de la transition entre le cinéma muet et le sonore. On y évoque par exemple le fameux chanteur de jazz, le premier film parlant. Alors c'est un film qui se veut flamboyant et qui l'est parfois, notamment lors des scènes de fête absolument délirantes où on ne sait plus où donner de la tête tellement la caméra virevolte autour d'une multitude d'actions qui se superposent, qui se succèdent. C'est une véritable orgie visuelle. Les scènes de tournage de films sont elles aussi particulièrement croquignolettes et très drôles. Mais trop de flamboyance tue la flamboyance. Le film est alourdi par sa longueur, plus de 3 heures, et le réalisateur a cru bon de pousser le bouchon trop loin, moi je trouve, en montrant des scènes particulièrement glauques et inutiles, alors sans doute inspirées de faits réels qui se sont déroulés à l'époque, genre meurtre de starlet par de gros dégoûtants, des choses comme ça. Bon bref, ça m'a pas paru très utile. Côté casting, révélation de la bombe, Margot Robbie. Moi je la connaissais pas trop, on l'avait surtout aperçue jusque-là dans des seconds rôles. En actrice qui se brûle dans la célébrité hollywoodienne, elle a vraiment un sacré nabattage. J'ai vu que c'était la future Barbie. Elle va faire la poupée Barbie dans un film à venir et elle sera aussi dans le prochain Wes Anderson, j'allais dire comme tout le monde, parce que lui il nous habitue au casting XXL avec toutes les stars qui viennent faire un petit tour. À ses côtés il y a Brad Pitt qui lui est aussi assez génial, en sorte de Douglas Fairbanks ou Errol Flynn, souvent alcoolisé, désabusé et pas dupe de tout ce cirque, mais qui joue le jeu de la star. Évidemment hommage au cinéma, pas que celui des années 20 et 30, mais jusqu'aux années 2000, avec un final stroboscopique montrant un maelstrom d'images qui mène des dizaines d'extraits de classiques, toute époque confondue. Déconseillé aux épileptiques ce moment-là, ça m'a fait penser à la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace d'ailleurs. Donc Babylone, pour moi, un gros gâteau, finalement assez lourd à digérer, avec des moments qu'on voudrait mettre au ralenti et d'autres qu'on aimerait un peu zapper, mais quand même en partie sauvés par l'interprétation des acteurs principaux. Tu m'as pas donné forcément envie d'aller le voir, et puis surtout 3 heures, on verra, on essaiera peut-être de le placer. Bon, maintenant, allez, la deuxième couche, vous savez... Joyland est encore à l'affiche, un tout petit film, mais il y a aussi Astérix par exemple. Astérix, non, il va sortir Astérix, c'est pas la deuxième couche, Astérix, c'est qui va sortir. Alors, tu fais bien d'en parler parce que moi je l'ai vu Astérix. J'ai vu Astérix, je l'ai vu dimanche en avant-première. Et que te dire ? Eh bien que tout le monde ne peut pas être Alain Chabat et réussir ce qu'il avait réussi avec Cléopâtre. Là, c'est Guillaume Canet, c'est un bon faiseur. Mais bon, moi je trouve qu'en tant qu'acteur, c'est lui qui joue Astérix, il a pas tellement de charisme. Autant Gilles Lelouch en Obélix, je l'ai trouvé formidable. Celui qui crève l'écran, alors là c'est Vincent Cassel en César.
César, j'ai vu, il avait demandé qu'on lui raccourcisse sa toge, parce que comme il a des jambes qui sont assez fines, il voulait montrer vraiment le côté ridicule. Voilà, on a quelques acteurs comme ça qui passent, parce que au niveau des acteurs, tu parlais de Babylone, mais dans celui-ci, il y a vraiment tout le monde, enfin jusqu'au moindre légionnaire est quelqu'un de connu. Bon. Que j'en en parle ou qu'on n'en parle pas, il va avoir certainement du succès. Tant mieux. Tant mieux, il n'y a pas de honte à aller le voir. Mais bon, moi j'ai franchement été un petit peu déçu. Alors continuons quand même dans les films qui sont toujours à l'affiche. Tu tiens vraiment à placer les Banshees d'Inisherin dans la deuxième couche? Oui, et toi, tu vas pas nous remettre Caravage? Si, biopic du peintre. L'Immensita qui reste. Ah, l'Immensita, voilà. Oui. Penelope Cruz en Desperate Housewife romaine. Nos soleils, Verger contre panneaux solaires en Catalogne, c'était l'Ours d'Or à Berlin 2022. Il y a aussi Tirailleurs. Alors Tirailleurs, alors là c'est quand même le succès français du début 2023 puisqu'il a franchi 1 million. Et il a franchi le cap du million. C'était pas évident pour un film en peul, même s'il y avait Omar Sy qui fait locomotive dans le film. Bon voilà, c'est un film, on en a parlé, intéressant. Bon. Allez, en tout cas, écoutez les podcasts des émissions précédentes pour nos impressions sur ces films. Dans le viseur, donc on enlève Astérix, on le considère comme vu. Moi j'ai repéré Knock at the Cabin. C'est le dernier opus sans doute horrifique de M. Night Shyamalan, celui du Sixième Sens, celui de Incassable, celui du Village. Et ça m'intrigue beaucoup. Ça c'est sûr que tu vas aller le voir. Moi je n'irai pas. Ça c'est sûr que j'irai pas voir ça. Le pire voisin du monde. Alors ça c'est une comédie dramatique avec. Non c'est le mien. Non pardon. C'est une comédie dramatique avec Tom Hanks et qui a l'air un peu quand même téléphoné. Je vois aussi dans le viseur un petit frère, chronique familiale dans les années 80 dans la banlieue parisienne. Le salon de musique, pourquoi pas. Satyajit Ray. Ressorti d'un classique donc du cinéaste indien des années 50. Ça passe à l'Utopia et ça me dit bien. Brillante, peut-être, ça te dit, Patrick? Drame social avec le personnage principal qui est une femme de ménage. Sorti un peu plus tard, mais qui nous fait envie. En fait, il me fait envie. La Grande Magie, comédie musicale de Noémie Lvovsky. Emmett Till, ça c'est un drame sur la ségrégation. Et puis The Son, après The Father, Florian Zeller nous propose The Son. On verra ce que ça donne. Est-ce que j'ai le temps de dire un mot sur le festival? Je t'accorde une trentaine de secondes. Festival annuel de cinéma destiné au jeune public, organisé par le Jean-Eustache de Pessac, qui s'appelle l'Étoile filante. C'est la 18e édition, c'est du 13 au 19 février, c'est-à-dire pendant les vacances scolaires. Une vingtaine de films pour enfants de 3 à 12 ans et leurs familles, des classiques comme des nouveautés en avant-première, il y a même une compétition. Des intervenants, des ateliers, des goûters, bref, de quoi bien occuper les vacances. Thématique de cette année, drôle d'oiseau. Exemple de classique de la programmation sur le thème des volatiles. Côté film d'animation, Le Roi et l'Oiseau, Paul Grimaud, Prévert, Chicken Run de Nick Park, La Mouette et le Chat, Pingu, ça c'est pour les tout petits, mais mes enfants ils adoraient Pingu. Mais aussi L'Envolée sauvage avec des vrais oies, le documentaire La Marche de l'Ampleur, etc. Et plein de nouveaux films aussi. Voir les détails sur le site lesétoilesfilantes.org. On mettra le lien sur notre podcast et vous pourrez voir la bande-annonce et le programme détaillé. Pas de tuer à voir Pingu, je te conseille. Pingu, c'est un petit pingouin, c'est très bien. On vous dit au revoir. Au revoir. On vous dit dans 15 jours. N'oubliez pas de nous regarder sur notre site l'instantciné.fr. Il y aura des bonus cette fois, non? Je pense pas, non. Bon. À bientôt, à la prochaine.